Voilà, à plusieurs reprises, on a On se échangé. voit, mais on est loin. Hein. Oui, tu veux qu'on fasse Non, autrement? ça va. C'est surtout pour que tu puisses voir l'écran, parce qu'en fait, la proposition, c'est tout simplement, Florence, depuis ce matin, 9h30, on a eu la chance et le plaisir de t'entendre à plusieurs reprises, à la fois proposer des contre-champs à ce qui est présenté, des réactions, et puis des informations, avec des différents regards qui ont été effectués par étudiantes professionnels ce matin. Et le temps de cette discussion, je pense qu'on finira un petit peu avant d'enchaîner avec le projet présenté par les jeunes de Lézignan-Corbière, et puis, encore une fois, la performance lecture peinture, c'est de projeter quelques images et de te les faire commenter tout simplement. Et si tu veux bien, on peut commencer simplement, de manière très subjective, très personnelle, par cette revue. Bling Blanc, qui t'aime beaucoup, qui apprécie beaucoup ton travail et que nous apprécions aussi, Bling Blanc. On a été sensible à la couverture du numéro 1, ici. Et à ce moment, en lisant le texte, on pensait que le film allait sortir, la traversée allait sortir au tout début de l'année 2020, mais la crise sanitaire, elle a voulu autrement. Est-ce que tu en es lectrice d'abord déjà de Bling Blanc? Oui, c'est une très très bonne revue qui parle du film d'animation, et ça a été initié par la Nef Animation, Nouvelles Écritures pour le film d'animation, qui est piloté par Xavier Kawatopor et puis Jacques Kermabon, qui est rédacteur en chef de la revue. Et c'est une très très belle revue, et ça parle de tous les types de films d'animation. Et c'était une revue de cinéma qui manquait au cinéma, parce que l'animation, c'est aussi du cinéma, bien sûr. Et donc c'est une revue qui est critique aussi, et qui part en général sur des thématiques, et qui développe des thématiques pour chaque numéro, et qui balaye un peu tout ce cinéma un peu particulier, avec du film expérimental au long métrage plus je sais pas, oui, au long métrage, quoi. Tu viens de citer Jacques Kermabon, et la question que j'ai posée ce matin à Noémie Gruner, à F. Taillac, à Guillaume, à Chloé, de leur dire, est-ce que tu veux bien nous parler d'un plan ou d'un film de Florence? Jacques répond à la question à sa manière, si je puis dire. Il est très difficile d'isoler un extrait d'un film de Florence Mann. Un élément qui serait plus pertinent, que j'aimerais particulièrement, parce que je suis son cinéma, je l'apprécie depuis Hamas, son premier court-métrage. Ce que j'aime avant tout, c'est un ensemble, c'est un geste artistique qui consiste à travailler la matière qui est la sienne, c'est-à-dire la peinture, les couleurs. On sent le coup de pinceau, en même temps ça ne fait jamais véritablement tableau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça relève d'un geste qui suppose qu'on ne peut pas revenir en arrière. On a le sentiment d'assister à la création du film en même temps qu'on le regarde. Et je suis toujours plus convaincu quand les films sont le résultat d'un travail sur la matière même du film, comme ça peut arriver en fiction, que s'ils sont la résultante ou le résultat d'une programmation, que ça s'appelle un storyboard ou alors un scénario calibré. C'est pour ça que j'apprécie avant tout le chatoiement des couleurs de Florence, enfin, ce festival qui procure une émotion qui dépasse l'émotion très forte pourtant de ce que bien souvent elle montre. Ouais, il a eu la gentillesse de nous envoyer cette vidéo pour cette rencontre, et c'est pour nous aussi l'occasion de saluer tout le travail qu'il a fait sur le cinéma d'animation, notamment le court-métrage. Est-ce que tu veux réagir notamment sur ce geste qui ne peut pas revenir en arrière? Est-ce que ce sont là aussi les films que tu apprécies dans cette démarche en tant que spectatrice aussi? Mais oui, c'est vrai. Enfin, j'aime beaucoup les films qui mettent en avant un travail plastique important, même s'ils ne sont pas faits. Enfin, moi, j'aime particulièrement travailler l'animation directe sous la caméra, et j'aime particulièrement ce côté de se mettre en danger et d'avancer comme ça progressivement, sans retour en arrière possible. C'est vrai que c'est quelque chose qui, à chaque fois,
me porte, en fait, à chaque film que je fais, justement de me laisser mener par cette matière et puis de découvrir petit à petit ce qu'elle peut apporter au film et ce qu'elle va apporter au film. Mais après, j'aime aussi beaucoup le travail de quelqu'un comme Toka Fondo, qui lui, qui n'a pas du tout le même type de travail, mais qui a aussi une proposition plastique très forte dans ses films. Je pense qu'effectivement, je suis très... Ou Georges Schwitzgebel, qui a aussi... Enfin voilà, c'est pas du tout les mêmes méthodes que moi, parce que Georges Schwitzgebel, c'est un Suisse qui prépare énormément son travail en amont. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que même en étant très préparé, il y a quelque chose qui laisse venir dans la matière, tout comme Toka Fondo aussi d'ailleurs, et qui amène quelque chose de la surprise dans des images qui d'habitude en animation sont très contrôlées. Donc voilà, j'aime dans les films d'animation, quelle que soit la manière de le faire, ce moment hors de contrôle de celui qui fait le film et qui rejoint effectivement la prise de vue réelle, parce qu'effectivement, enfin, dans certains films de prise de vue réelle, on n'a pas le contrôle sur l'ensemble de l'image, si un nuage passe, enfin voilà, il y a ou des acteurs qui vont jouer à leur façon, quoi. Voilà, j'aime ce moment de lâcher prise, peut-être. Et dans l'article de Jacques Hermabon, il cite plusieurs réalisateurs, réalisatrices dont tu apprécies le travail. Toka Fondo, tu viens d'en parler. Avec ces trois, sont cela des sources d'inspiration? Est-ce que c'est un univers dans lequel tu as plaisir aussi à baigner? Bah oui. Avec ces trois noms. Alors, Gianluigi Toka Fondo, on n'est pas tout à fait de la même génération, mais en tout cas, on a commencé à faire des films ensemble, en même temps. Moi, j'ai vu son premier... Enfin, en même temps que je faisais Hammam, lui faisait son premier film. Enfin, peut-être pas son premier film, mais en tout cas, celui qui passait en festival, La Pista. Du coup, on est un peu comme... C'est un peu comme un jeune frère, et puis après, il y a les plus âgés. Je pense qu'on se fait une petite famille comme ça dans l'animation. On a nos frères et sœurs, on a des gens qui sont peut-être des grandes sœurs comme Caroline Leaf, parce que ça a été vraiment une source d'inspiration. Son film La Rue, qui est en peinture animée directement sous la caméra, et elle aussi, alors je pense qu'elle avait encore... C'était l'époque du 35 mm, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Maintenant, avec les appareils photo numériques, on a des possibilités de retour en arrière. Mais à l'époque, quand on était en 35 mm, on n'avait aucun recours en arrière possible. Donc quand on commençait une image, un plan, et on finissait le plan, et puis ensuite on découvrait le plan une fois que la pellicule était développée. Donc il fallait vraiment anticiper le mouvement, l'avoir en tête, et puis ensuite, est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il n'était pas bien, est-ce qu'on devait recommencer le plan ou pas. Voilà, c'était au moment du développement de l'image que ça se faisait. Tout comme Yuri Norstein, alors lui, c'est plus dans l'ordre du père, disons. Oui. Mais voilà, c'est des gens qui tous les trois, ont effectivement des univers plastiques très forts. Alors, Yuri Norstein, c'est un petit peu différent parce qu'il travaillait avec sa femme. Et c'est elle aussi qui a beaucoup imposé un univers plastique. Mais voilà, c'est vraiment des gens qui à chaque film, engagent une histoire, une manière de la raconter, avec des images qui sont très, très fortes et qui sont très personnelles, surtout. On peut voir quelques secondes du premier ?
summer my grandmother was supposed to die. Or as my mother said, pass away. We didn't leave the city. The only thing was to stay at home and wait for it to happen. It was a hot summer. The bedroom was just behind the kitchen. And when we sat down to eat, you could smell her. According to Dr. Katzman, any day might be her last in this world. It's in the hands of the Almighty. Won't be long now, my father said. And she'll be better off, if you know what I mean. God in heaven, what's she holding on for? Peut-être qu'on peut un tout petit peu le commenter pendant. Oui, ce que je... ce que je trouve vraiment incroyable dans ces trois créateurs, enfin les trois, c'est qu'ils inventent vraiment une manière de faire du cinéma qui est en rapport avec l'animation. C'est-à-dire que les changements de plan, la façon de passer d'un plan à un autre, les mouvements de caméra ne se font pas comme l'animation traditionnelle, ni comme l'animation traditionnelle, ni comme le cinéma en prise de vue réelle. C'est-à-dire qu'on a, avec l'animation, des moyens de raconter les histoires qui vont plus loin que le cinéma en prise de vue réelle, parce que, et c'est incroyable chez Caroline Leaf, c'est-à-dire que tout le décor, les personnages vont se transformer en décor, on va suivre un décor, on va rentrer dans un autre espace, et on n'a pas du tout le même langage on a un langage supplémentaire par rapport au film en prise de vue réelle. Ça, c'est mon petit couplet sur l'animation, c'est vraiment formidable, quoi. Et c'est la même chose pour Yuri Norstein, dont effectivement on voit aussi alors celui-là est peut-être plus classique, mais il peut jouer. Alors lui, il joue avec la profondeur de champ, parce qu'il travaille justement sur les flous avec plusieurs niveaux de vitres et tout. Et il y a une invention incroyable dans les dessins, dans la manière de raconter les histoires. Et c'est du papier découpé. Voilà, je pense que c'est des films qui sont des chefs-d'œuvre des chefs-d'œuvre de films, quoi. Voilà. Alors, Caroline Leaf travaille directement sous la caméra. Yuri Norstein, avec ses papiers découpés, travaille aussi directement sous la caméra. Toka Fondo, lui, se sert d'images qu'il repeint, qu'il transforme, qu'il déforme grâce à des photocopies. Donc les dessins sont préparés à l'avance pour être ensuite filmés, mais effectivement, il y a toute une matière qui laisse venir, qui vibre, et là aussi, il a une façon de raconter l'histoire pour passer d'un plan à un autre qui est complètement propre au film d'animation et au cinéma d'animation, avec une proposition plastique qui est d'une force incroyable. Bon, c'est vraiment oui, c'est vraiment trois. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment tout ce que j'aime dans toujours dans ce texte de Jacques, et à plusieurs reprises, et pour avoir aussi échangé, pour parler d'autres films et d'autres techniques. Je sais que tu es aussi attaché à cette expérience qui avait été filmée par Henri-Georges Clouzot avec Picasso au mi-temps des années 50. Et on sait que quelques années avant, en 1949, lors d'une visite près d'Antibes, à Valoris, chez Picasso, ce réalisateur a aussi procédé à cette technique qui consiste aussi à montrer le geste à travers une vitre. Donc on peut peut-être juste voir, écouter. Et peut-être nous dire, cette scène dure 3 minutes, on va la voir dans la globalité. Mais et on comprend aussi ton attachement avec par cette image également, dont parle Jacques aussi, ne pas pouvoir revenir en arrière ou presque, être sans filet. Alors là, on est du côté de Picasso, et puis après la caméra, si je ne me trompe pas, va passer de l'autre côté,
parce que Clouzot avait une toile qui permettait de voir le dessin de l'autre côté sans qu'on voit Picasso dessiner. Voilà. Et on va voir effectivement ce qu'on appelle les repentirs en peinture, hein, c'est-à-dire qu'on commence à dessiner et puis petit à petit, on transforme le dessin. Et donc, il y a cette séquence de film où, vous allez sans doute le voir, où petit à petit, Picasso va construire son dessin, inventer. On voit son geste, on voit la manière qu'il a de faire. On rentre justement dans le mystère de la création du peintre. Et je pense que c'est, quand j'ai commencé à faire de l'animation, je pense que c'était une de mes références de faire évoluer comme ça une peinture tout en montrant le geste de cette évolution. Et c'est effectivement dans le film Hammam que j'ai le plus été dans ce tableau animé que je voulais faire au départ quand j'ai commencé à faire de l'animation, quoi. Parce que dans Hammam, je ne raconte pas d'histoire. Après, j'ai raconté des histoires, mais c'est vrai que là, c'était le premier... La première envie, c'était ça, quoi. C'était le geste de peindre et de montrer ce geste et de montrer le mouvement qui se construit, les personnages qui passent et qui laissent leurs traces. Et voilà, donc le poisson se transforme en coq. Donc il ne revient pas en arrière, mais en avançant, il voilà. Il ne revient pas en arrière, mais il transforme son dessin, il le corrige. Et au fur et à mesure des corrections, on voit tout ce travail qui se met en place. Et il improvise. Il improvise aussi. Voilà. Il y a la partie comme ça, là, il y a la partie improvisation sous la caméra de Georges Clouzot, voilà, et décider comment, pour un peintre, quand est-ce qu'on décide que c'est fini, alors que quand on est dans un film d'animation, on a un plan qui se termine parce qu'on raconte une histoire, il y a un autre plan qui vient, et un tableau, c'est difficile à faire parce qu'il y a un moment où on dit, voilà, le tableau, il est fini, et c'est comme ça que je veux le montrer aux gens qui le regarderont. Et c'est très difficile, en fait. Et ici, donc en 49, ce même exercice qui consiste à voir le travail se faire sous nos yeux, dans les meilleures conditions. On enchaîne ? Oui. Alors, à nouveau, la revue, Bling Blanc, et son dernier numéro. Et dans le sommaire de son dernier numéro, il y a ce dossier. Donc on le voit, donc là c'est le sommaire du dernier numéro paru. Il y a le dossier sur l'écran d'épingle, et où ton film naturellement est cité. Et là aussi on se rend compte aussi de... Voilà, pardon, je ne vais pas parler à ta place. Tout à l'heure, je l'ai fait avec le journaliste de la radio. J'ai fait une introduction à ton travail et je lui ai dit de me poser la question. Voilà, j'ai envie qu'on évoque cette expérience et ce film. Et si tu veux bien aussi le travail d'Alexandre Alexeïev. Et on peut le faire. Alors c'est un petit moment d'ordre bibliographique et méthodologique. Bibliographique, il y a cette formidable émission sur France Culture avec Alexandre Alexeïev. Et je signale aussi une émission qui a été diffusée mi-décembre avec toi à l'occasion de la sortie de cet ouvrage-là. Et si tu veux bien, on va écouter Alexandre Alexeïev parler de la naissance de sa passion du dessin, et tu nous diras ce qu'il en a été pour toi, tout en voyant aussi, si ça ne perturbe pas, quelques images de ces films. Comment ai-je choisi ou trouvé plutôt un itinéraire vers la vie et la création d'artistes? Je pense que c'était par le dessin. J'avais débuté par le dessin déjà
à l'âge de 3 ou 4 ans, justement sur les bords de l'Oslo. Voici comment. Devant notre maison s'étalait cette voie maritime extraordinaire qui a une importance géographique, politique, historique, esthétique et géologique, parce que c'est une terre qui tremble. C'est le détroit qui sépare l'Asie, l'Europe, Byzance, Rome, l'Empire ottoman, des Européens. Enfin, c'est là que j'ai vu encore le rideau de fer sous forme de flotteur d'un filet de mine qui barre actuellement le Bosphore, je l'ai vu l'an dernier. Cette voie est même aujourd'hui extrêmement fréquentée par toutes sortes de bateaux, de chalands, de caïques, de voiliers, de bacs, de pêcheurs, de trains, de péniches. Tout ceci passait devant les fenêtres de notre maison, et c'est ceci que j'ai commencé à dessiner d'abord. C'était des théories de bateaux. Ensuite, dans le sable de notre jardin, c'était des soldats de plomb qui firent d'autres théories, car encore c'était des filles indiennes qui s'en allaient vers des destinées. Par la suite, j'ai commencé à dessiner déjà des êtres humains et des animaux sous forme très schématique, et que je pourrais comparer aujourd'hui un peu aux théories des hiéroglyphes d'Égypte. Ce qu'il y avait d'artistique était probablement le fait que je dessinais mes imaginations. Quant à l'objet que ces imaginations poursuivaient, c'était l'objet propre à tout être humain. Il s'agissait de conquêtes, de forteresses, d'ascension, de collines qui étaient couronnées par ces forteresses, par des théories du guerrier, lancées à l'assaut les uns après les autres. Ce terme, les uns après les autres, devient aujourd'hui pour moi d'une importance, d'une clé, qui m'explique pourquoi et comment je devins cinéaste, et pas cinéaste dans le sens ordinaire du mot, mais cinéaste animateur, pourquoi j'aime créer des synthèses de mouvements par des phases successives qui s'enchaînent les unes après les autres, comme les mots s'enchaînent dans les phases. Dessiner ses imaginations et puis la naissance de sa vocation, si je puis dire. Est-ce que tu veux commenter? Pardon, je vais baisser. Oui. Normalement, ça baisse tout seul, ça va s'arrêter. Est-ce que tu veux réagir notamment lorsqu'il parle de dessiner ses imaginations étant enfant avec la matière qu'il a, à la fois les images qu'il a sous les yeux et puis la matière qu'il a sous la main? Eh oui, je ne peux pas mieux le dire que ça. Oui, dessiner ses imaginations. C'est marrant parce qu'il y a des termes presque un peu guerriers dans sa façon de raconter ce cheminement de dessin, et je me reconnais pas trop par contre là-dedans, mais c'est peut-être avec ces soldats de plomb et tout ça, et puis la façon dont les mots se suivent comme ça, mais il y a presque comme une progression. Ouais. Mais oui, je pense je crois qu'il dit qu'il commence à dessiner très tôt. Moi, j'avais ma mère qui dessinait, qui peignait, donc j'ai tout le temps été baignée dans cette atmosphère de dessin. Donc j'ai pas de souvenir d'un moment particulier où j'ai pu commencer à dessiner. Mais après, ma mère ne nous apprenait rien. Elle pensait que tous les enfants dessinaient et dessinaient bien, et je pense qu'elle avait raison. Donc on avait juste le matériel qu'on voulait à portée de main. Mais sinon, voilà, c'était presque comme un deuxième langage, ce dessin et cette peinture qu'on voyait. Ma mère avait son atelier dans l'appartement, donc on était baignés là-dedans, et c'était presque un deuxième langage, la peinture et le dessin. À tel point, c'était un deuxième langage. Alors, il parle des mots aussi, mais c'était un deuxième langage à tel point que souvent, je dessinais peut-être plus que... Non, je parlais beaucoup aussi. Enfin, les deux, quoi. Mais en tout cas, j'ai souvenir dans mes cahiers de classe
d'avoir fait des dessins que je faisais bouger comme ça, comme des... Voilà. Pour Qu'est-ce que je peux rajouter ? créer l'illusion du mouvement. Pour créer l'illusion du mouvement, ouais. C'est quelque chose que j'ai fait très jeune. Alors après Jacques Kermabon, j'ai demandé à notre camarade Jean-Baptiste Garnero de la direction du patrimoine du CNC, alors qu'il a eu la gentillesse d'envoyer cette petite vidéo et qui a eu la bonne idée aussi de le faire en extérieur. Donc le son n'est pas toujours audible, mais il me semble que l'essentiel est dit et qu'il sera entendu. Bonjour Florence, bonjour Karine, bonjour à toutes et à tous. Ce qui me plaît le plus dans le cinéma de Florence Meurent, c'est que c'est un cinéma avec lequel on retient son souffle. D'une part parce que c'est aussi mal l'animation, et que animer l'inanimé déjà c'est une belle prouesse, et que donner vie à des choses par un mouvement qui est forcément très subjectif et qui n'a pas forcément de règles établies, c'est aussi quelque chose d'assez troublant. C'est renforcé par aussi l'idée que en fait, c'est de la peinture animée et que c'est pas évident. Et raison de plus pour retenir ce souffle. On a l'impression, moi c'est mon impression, c'est d'assister à chaque fois à un numéro de funambule, à chacun de tes films, que ce soit des courts ou long métrages, Aman, chez Arazad, La Travée. Tout ça sont des films qui s'alignent sous nos yeux. C'est une animation sans filet, puisque c'est une animation de repentir, sans repentir. Donc, tout ce que tu effaces, tout ce que tu viens de faire pour faire progresser le récit dans une animation qui on a l'impression de se renouveler sans cesse. Donc, c'est assez touchant, déjà, pour commencer, et assez troublant. Ça l'est d'autant plus que, comme tu es quelqu'un de talentueuse et que tu aimes bien te lancer des défis, tu as non un écran d'épingle, à la technique de l'écran d'épingle qui est une sorte de gravure animée et qui, en fait, je trouve est un bon prolongement, un beau prolongement. Ce fil de funambule que tu aimes tant prendre et nous emmener avec. Voilà, je t'embrasse, à bientôt. Alors Jean-Baptiste m'a dit, est-ce que tu veux que je le refasse, les problèmes de son? Je dis non, sans filet. Non, je crois pas, non. Vidéo, ça, ouais. Voilà, donc c'était une bonne idée d'avoir tous ces sons autour de lui. Un cinéma où on retient son souffle, un numéro de funambule, l'animation sans repentir. Là aussi, j'ai l'impression qu'avec... Oui, c'est effectivement ça. Et puis, je pense que si je fais le lien comme ça avec un numéro de funambule, on va voir l'écran d'épingle. Peut-être, je me doute que tu vas en parler. J'en parlerai après, alors. Mais oui, moi, je parlerai après. Je laisse. Vas-y, pardon. Oui, c'est effectivement l'impression que ça donne, comme les numéros de funambule qui sont très préparés en réalité, et où on a l'impression que... Et où on fait en sorte de ne pas voir l'effort qui est mis en place pour préparer ces numéros, enfin tout le travail qui est derrière un numéro. Et quand il y a la personne qui s'élance sur la corde, eh ben on ne doit pas avoir l'impression du labeur et du travail qui a été derrière pour qu'elle tienne debout sur cette corde et puis qu'elle puisse faire des sauts et des pirouettes et tout ça. Et qu'en même temps, il y a toujours dans ces numéros-là le risque de tomber, effectivement. Et bon, toute proportion gardée, je pense que l'animation que je fais, elle est un peu comme ça, encore plus quand on était en 35 mm, sans retour en arrière possible, et essayer de ne pas non plus donner l'impression du travail et du labeur, quoi, de ne jamais donner l'impression que l'image qui se constitue et ce mouvement qui se fait faussement sous les yeux des spectateurs, mais qui quand même donne cette impression qu'il est fait sous les yeux des spectateurs, que ce travail-là se fait facilement, quoi. Donner cette impression qu'il y a cette facilité-là, comme un numéro de cirque un peu. Alors, petite information sous forme de bande-annonce, il m'a semblé que ce qu'il y a sur la vitre, c'est une funambule aussi. Et ça, il y aura une funambule sur la vitre, oui.
Donc tout le monde pourra le voir, sauf ceux qui partiront avant. Voilà, et là, donc, comme le disait Jean-Baptiste, on a eu la grande chance de pouvoir travailler sur l'écran d'épingle d'Alexeïev. Et Alexeïev fait partie aussi, dans ma famille de cinéma, d'animation, fait partie des pères ou des grands-pères, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est très, très important dans les films d'animation. Et travailler sur l'écran d'épingle, c'est presque un mythe pour quelqu'un qui fait de l'animation. Pourquoi ? D'abord parce que c'est rare, quoi. C'est une technique hyper rare, et puis qu'il y a 8 écrans dans le monde qui ont été fabriqués par Alexeïev. Il y a quelqu'un qui essaye d'en refaire maintenant, enfin qui en refait, mais c'est une technique, enfin personne ne sait exactement comment il a fait ces écrans, et que un des films mythiques c'est le zut, oui, la nuit sous le Mont Chauve, merci. Et que voilà, ça fait partie des films qu'on regarde en se disant, à quel point ce travail est incroyable, quoi. Et la technique est incroyable aussi. C'est une technique incroyable à travailler. Est-ce qu'elle est claire et limpide pour tout le monde sur la fabrication de ce film ? Non, sûrement pas. Allez, Sandrine. J'ai eu la chance de rencontrer Alexandre Alexeïev et Claire Parker, qu'il ne faut surtout pas dissocier, parce que c'était un couple incroyable dans le monde de l'animation. Et Alexandre Alexeïev sans Claire Parker, ce n'est pas Alexandre Alexeïev. Tout à fait. Vice-versa. Donc, l'écran d'épingle, c'est un système, c'est une grande plaque percée de milliers de petits trous avec des épingles que l'on enfonce plus ou moins fortement et avec des éclairages rasants qui donnent une ombre portée et qui donne effectivement cette impression de lumière à l'intérieur du tableau. Donc c'est les petits outils qu'utilise Alexandre Alexeïev, et peut-être que toi tu utilises également, Florence, sont des outils parfois qu'on utilise dans la sculpture ou dans l'impression, dans l'imprimerie. Quand on encre, on a des petits rouleaux, et bien il utilisait ces petits rouleaux, vous avez vu tout à l'heure sur le nez de Gogol. Donc voilà, c'est une technique qui est extrêmement compliquée. Guillaume, ce matin, a fait une petite aparté sur l'atelier d'animation d'Annecy, auquel j'ai participé également à l'époque. Et j'ai rencontré Alexandre Alexeïev et Claire Parker à l'occasion du fait qu'ils avaient tout simplement offert un écran d'épingle à l'atelier d'animation d'Annecy. Et mes premiers films, en dehors de la 2D, ont été faits sur cet écran d'épingle. Donc c'était une expérience, comme tu dois sûrement le ressentir, toi Florence, à travers ton travail maintenant. C'est une aventure quand on se met à travailler sur cette technique. C'est vraiment l'aventure. Ouais, c'est une expérience étonnante, quoi, l'écran d'épingle. Et le contexte de cette réalisation, c'est en 2015 quand le CNC a travaillé sur cet atelier, a fait en sorte qu'il y ait cette machine. En fait, le CNC a acheté un des écrans d'épingle d'Alexeïev et de Claire Parker et a permis à lui, réalisateur et réalisatrice, dont moi, de faire un stage avec Michel Lemieux, qui avait fait un film très beau sur l'écran d'épingle juste avant, au Québec. Et voilà, on a été 8 à pouvoir utiliser cet écran d'épingle. Et ça a été une super expérience. Déjà, cette passation en fait, de Michel Lemieux, qui nous a appris comment nous en servir. Et puis ensuite, on a eu la possibilité pendant un mois de travailler au CNC où l'écran d'épingle avait été installé, enfin aux archives du CNC. Et voilà, ce que vous avez vu là, c'est le résultat du coup de ce mois de travail sur place pour tester un peu les possibilités de l'écran. Il y a eu plusieurs films depuis qui ont été réalisés sur l'écran d'épingle par les réalisatrices et un réalisateur qui avait participé à ce stage. Voilà, donc c'était vraiment une super expérience. Ultime évocation du contenu du dernier numéro de la revue. Il y a ce texte sur ces 2 livres, à la fois sur l'avant-scène cinéma, qui est d'une richesse épatante sur la traversée, avec entretien, texte, découpage très précis, et puis ce livre que j'ai ici. Est-ce que tu veux bien nous en dire un mot, qui est vraiment le prolongement du film, et comment est née la nécessité de placer dans cet ouvrage grand format ces images que l'on peut voir
sur des écrans plus grands que nous? J'avais envie que cette aventure de la traversée soit aussi montrée comme une aventure de création, en fait, et de montrer un cheminement créatif, une traversée créative, disons. Comment alors, il y a quasiment que des images, et ce sont à la fois des images qui sont à plusieurs étapes du film, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des images, des décors, enfin, au tout début, les premiers croquis que je fais, les premières esquisses que je fais, ensuite les décors, et puis aussi qu'on rentre un petit peu dans quelques plans du film pour décortiquer un peu comment une image, enfin, le plan avance avec une succession d'images. Donc voilà, c'était essayer de rendre compte de cette aventure créative qui est aussi la fabrication d'un film comme celui-là, d'un film d'animation comme celui-là. Alors, on y retrouve aussi des textes, notamment un texte de Marie Desplechin. Alors on retrouve le texte de Marie Desplechin qui raconte un petit peu à la fois comment naissent les idées quand on commence à écrire un scénario comme celui-là, comment s'organise et comment certaines influences vont influencer notre scénario, les allers-retours qui se font entre l'actualité, le présent qu'on traverse, et puis les livres qu'on a pu lire, tout ce qui est notre vécu, notre passé, nos histoires familiales, comment tout ça en fait s'organise pour créer le scénario de la traversée, en tout cas comment ça s'est organisé avec des références littéraires et tout ça. Et alors il y a un texte là-dessus, plus ou moins là-dessus, et un texte qui raconte un peu notre traversée commune de notre travail en commun, en fait, parce qu'on s'est rencontrés la première fois pas sur mon premier film, mais sur Scheherazade, qui était le deuxième film, et ça faisait à peu près 30 ans. Et pendant 30 ans, on a continué à se côtoyer, à travailler ensemble, Marie a toujours répondu présente quand il fallait écrire un texte, travailler sur un scénario. Voilà, donc elle raconte aussi ces 30 ans d'amitié professionnelle qu'on a eue ensemble et où on a commencé avec des enfants petits pour arriver avec des enfants qui ont maintenant une trentaine d'années, évidemment, puisqu'il y a 30 ans qui se sont écoulés depuis notre première rencontre, au moins 30 ans. Oui. L'ouvrage, non, je disais juste que l'ouvrage est magnifique et de l'avoir entre les mains, de pouvoir le feuilleter, c'est vraiment une expérience, un aller-retour avec le film que je trouve très enrichissant. Mais quelqu'un, pardon, voulait dire quelque chose? Non, pardon. Et je voulais dire aussi qu'il y a le deuxième texte de Xavier Kawatopor, qui est aussi à l'origine donc de la revue Bling Blanc, qui est le directeur de la Nef Animation. Et qui fait un trait. Alors voilà, Alexeïev parlait de ces mots qui s'enchaînent et que c'est un peu, voilà, qu'un film d'animation, c'est un peu comme tous ces mots qui vont s'enchaîner les uns avec les autres pour faire une histoire ou pour faire un film. Et Xavier Kawatopor parle plus d'un fleuve et où effectivement le fait de travailler comme ça directement sous la caméra avec à chaque fois des dessins qui effacent le dessin précédent et qu'on avance comme ça sans retour en arrière possible avec une image qui se transforme comme une eau peut se transformer en suivant son cours. Deux visages. On a vu l'image ce matin d'ailleurs dans le petit montage fait par les élèves de Muret. Dans tous les entretiens qui sont effectués avec toi, tu as plaisir à rappeler l'importance de Robert Lapoujade en tant que peintre et de tes buts aussi d'animation. Est-ce que tu veux nous rappeler cette rencontre et en quoi elle a été déterminante? Alors, Robert Lapoujade était... Alors, à droite, il y a ma mère, Mireille Glodec-Niaille, donc, et puis qui était une amie de Robert Lapoujade. Et quand j'ai exprimé mon envie de faire du cinéma d'animation, elle m'a dit qu'elle connaissait un peintre. Et c'était ça aussi, c'était ça la liaison, c'était que Robert Lapoujade est un peintre qui fait des films d'animation. Et donc, grâce à ma mère, j'ai pu rencontrer Robert Lapoujade, qui avait fait plusieurs films en peinture animée. Et à l'époque, j'étais sortie des Arts Déco
en 1981, je crois. Donc 10 ans après, et il n'y avait pas de section animation aux arts décoratifs. Donc en fait, je n'avais pas pu faire de l'animation. Et 10 ans après, donc, je rencontre Robert Lapoujade qui m'a dit achète-toi une caméra et fais un film. Parce que lui non plus, enfin lui aussi, c'était très expérimental la façon dont il faisait de l'animation. Et du coup, c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier en me disant vas-y, lance-toi. Donc je me suis lancée. J'ai acheté une caméra 16 mm d'occasion à New York, dont je ne me suis jamais servie, parce que ensuite, on a présenté, alors ça a été la deuxième personne qui m'a permis de faire le premier film à MAM. Donc j'ai acheté une caméra, et à ce moment-là, on a présenté un projet au CNC, et j'ai eu l'aide à la réalisation du court-métrage. Et j'ai directement travaillé sur une caméra 35 mm. Donc la caméra 16 mm, peut-être que maintenant que je suis à la retraite, entre guillemets, je vais peut-être m'en servir. Voilà. Un scoop a été partagé aujourd'hui. Florence May est à la retraite. D'accord. Nous l'ignorions. Voilà, officiellement. Et de l'autre côté, ma mère voilà. Alors là c'est deux portraits de moi quand j'étais petite et puis quand j'étais jeune fille, enfin pré-ado disons, et puis complètement à droite c'est un portrait de ma mère que j'ai fait d'elle quand elle était âgée. Grandeur nature. Voilà, donc là aussi l'influence de ma mère, ça a été extrêmement importante dans mon travail et dans ma vie, d'autant que comme vous avez pu le voir dans la photo précédente, elle vend l'humanité. Elle était très, très militante à l'époque. Elle a eu une vie de militante communiste jusqu'à l'invasion de la Tchécoslovaquie. Et ensuite, elle a quitté le Parti communiste. Et puis, voilà, elle a continué à travailler toute sa vie. Je veux bien que tu réagisses à... Alors, peut-être pas à tout le texte, mais au moins à la dernière phrase. Alors, au tout début, il y a l'idée, donc c'est le texte qui accompagne l'ouvrage paru, je crois, en 87, qui accompagne une exposition qui s'interroge sur le fait qu'on demande toujours aux artistes d'expliquer leur propre travail. Hein. Pourquoi peignez-vous ? Autant demander à un enfant pourquoi il fait des pâtés. Pas plus que l'enfant, le peintre ne doit se laisser enfermer dans une métaphysique de bazar. Et puis la dernière phrase également, la toile parfaite ne me dit rien, je veux qu'elle vive, et la perfection n'a rien à voir avec la vie. Faire un tableau, c'est laisser des traces sur un carré de lin tissé qui se défend. Et là aussi, j'ai l'impression d'une concordance entre ce qu'elle dit de son travail de peintre et ce que tu pourrais dire de ton travail d'animation, de cinéaste d'animation. Oui, je pense que j'avais un peu oublié cette phrase, à vrai dire. C'est vrai que j'ai vu... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre à ça. Oui, elle a raison. C'est vrai que je pense qu'on peint parce qu'on a besoin de regarder le monde et puis de regarder ce qu'il y a devant nous et puis de le transcrire, quoi, de rendre compte de cette réalité qu'on voit et puis à travers notre regard, notre propre regard, quelque chose comme ça. Et sinon, je pense que j'ai toujours vu ma mère batailler effectivement avec les tableaux, avec la matière, avec l'idée de savoir quand est-ce qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais quand est-ce qu'on termine une toile. Et je pense qu'effectivement, c'était quand on la voyait travailler à l'atelier, on ne la voyait pas beaucoup parce qu'en fait, elle travaillait très solitairement. Hein. Nous, avec ma sœur, on chahutait un peu hors de l'atelier et puis de temps en temps, on passait la tête pour voir ce qu'elle faisait, mais c'était pas. Mais on la voyait. C'était une bataille, effectivement. Une toile, c'était une bataille avec la matière, une bataille avec les couleurs, de se dire, à savoir quand la toile était terminée, quand il fallait continuer. De se rendre compte que quand on fait un tableau, ça vire très vite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut complètement gâcher le tableau. Il y a un très beau livre de Giacometti aussi qui parle de ça, de
d'un portrait qu'on n'arrive pas, chaque jour va voir la transformation de ce portrait et des retours en arrière et d'essayer d'avancer. En fait, souvent on me parle du cinéma d'animation en me disant que c'est très long à faire. Et moi, en voyant travailler ma mère, alors à la fois elle travaille vite, mais avec une espèce d'insatisfaction constante. C'est-à-dire que qu'un tableau, ça peut être très très long à faire pour arriver à cette magie qui fait qu'on arrive à rentrer dans une image fixe. Pour moi, l'animation, c'est beaucoup plus facile que de faire une peinture réussie, en fait, quelque part. Peut-être parce que j'ai vu ma mère travailler comme ça sur ses toiles, en n'étant jamais complètement satisfaite. Comme certains, enfin, on raconte souvent l'histoire de Bonnard qui vient dans un musée et puis un vieux bonhomme qui rectifie sa toile, et il y a le gardien du musée qui dit mais qu'est-ce que vous faites, et puis c'est lui, c'est Bonnard, c'est l'auteur qui est venu rajouter une petite touche. Et ma mère, ça lui est déjà arrivé d'être dans une exposition, de vendre une toile à quelqu'un qui a aimé cette toile, et quand la personne revient, ben, la toile elle a été retouchée. Et ça lui est arrivé au moins une fois que la personne dise ben non, j'ai mis la toile comme elle était avant, pas comme elle a été retouchée, quoi. Voilà. Et donc c'est cette difficulté-là d'être peintre. On peut en voir quelques images. Et est-ce que tu peux d'abord nous dire, j'ai eu la chance, je te remercie, à Cabrespine de voir de nombreuses toiles de ta maman, nous rappeler les toutes premières dates de quand, les dernières, et combien y en a-t-il aujourd'hui qui sont connus, inventoriés, disons par vos soins? Alors, ma mère a toujours dessiné. Elle commence à dessiner donc les premiers portraits, ceux qui sont dans les vitrines ici. C'est des dessins qu'elle a fait en 1936, 38, 40, voilà, c'est des dessins somme toute assez classiques. Et puis, elle a arrêté de travailler à la fin de sa vie, quoi. Elle a toujours dessiné. Et on a déjà archivé à peu près 3000 toiles, dessins, etc. Et puis, il nous en reste encore un bon nombre à faire. En particulier les carnets à dessin, justement, qu'on n'a pas encore du tout... Enfin, on en a archivé un peu, mais pas tous. Et puis beaucoup aussi de dessins dans des cartons à dessin qu'on n'a toujours pas archivés, mais il y a au moins 300 toiles. Et ça, c'est ce qu'on a, nous, c'est-à-dire qu'on ne compte pas ce qui a été pendant sa vie, voilà, qui a été acheté. Voilà, c'est les choses qui nous appartiennent, à moi et à ma famille, quoi. Enfin, l'héritage de ma mère. À ses descendants. Et pour le plaisir d'évoquer d'autres artistes, est-ce que tu peux nous dire, voilà, on comprend la filiation, je pense, en ayant les films à l'esprit, et même depuis ce matin d'en voir aussi des bouts. Est-ce que Chagall, en l'occurrence, fait partie de cette, je ne sais pas dire de ce panthéon, mais en tout cas de ces Chagall, j'ai l'impression, c'est drôle parce que c'est évident que je suis très inspirée que c'est une inspiration, c'est une inspiration évidente, autant dans la manière de dessiner les personnages que dans les couleurs qui sont utilisées et tout. Et en même temps, je pense que c'est une influence qui est tellement évidente et tellement présente qu'elle n'est jamais une référence directe. Je ne sais pas comment dire ça. Ouais. Alors qu'il y a d'autres peintres que j'ai pu regarder et me dire, voilà, je les regarde, je vois leurs images, et c'est une influence directe. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, sur La Traversée, on a mis des images de Matisse, on a mis des images de Vuillard, on a mis des images, mais pas d'images de Chagall. Je pense que Chagall, c'est trop évident pour que... Je pense que ça fait partie peut-être de mon ADN, quoi, enfin de moi, à ce point que j'ai pas besoin de dire que c'est une référence, qu'elle est là, comme l'influence de ma mère, j'imagine, presque. Matisse, oui, Matisse, c'est une référence qui est plus assumée, enfin, non, je dirais pas assumée, mais voulue, quoi. Il se retrouve par petites touches, de manière très visible, assumée, affichée. Oui, elle se retrouve par exemple assumée et affichée. Elle se retrouve dans le chapitre des ogres,
directement inspirés effectivement de certains tableaux de Matisse, dont l'atelier ou des images comme ça. Elle se retrouve aussi dans la façon de dessiner les personnages aussi. Et je pense que Matisse était aussi une inspiration importante pour ma mère. Enfin, je veux dire, on s'est passé les influences aussi. À droite, c'était un extrait de Palette sans le son qu'on peut retrouver facilement. Et Niki de Saint-Phal. Niki de Saint-Phal, j'ai beaucoup aimé son exposition. Et puis, je voulais aussi parler d'une artiste femme. Parce que, pareil, Niki de Saint-Phal, je trouve qu'on la connaît beaucoup pour ses grosses bonnes femmes, très colorées, qui ont été aussi pas mal industrialisées, parce qu'on en trouve un peu comme des objets qui sont devenus comme ça, presque un peu... non, je sais pas, je trouve pas le mot. Mais Niki de Saint-Phal, j'ai découvert un peu aussi tout son travail à l'exposition qui avait alors je sais plus où c'était cette exposition, enfin c'est pas grave. Et en tout cas, voilà, j'avais été très impressionnée par ses robes de mariée, par tout ce qu'elle a amené à l'art contemporain en fait, avec aussi les toiles qu'elle faisait où elle tirait sur les toiles, etc., qui se rattachent en plus à une histoire personnelle qui est hyper douloureuse. Voilà, donc c'est quelqu'un que enfin, si on dépasse les grosses bonnes femmes colorées, c'est vraiment une personnalité incroyable, quoi, dans son travail et dans la façon dont elle fait rebondir son histoire personnelle avec son travail et puis avec sa vie avec Tinguely et tout ça. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour Et une pour autre elle. artiste, Charlotte Salomon. Charlotte Salmon aussi, avec ses dessins magnifiques. Pareil, j'avais découvert son travail. Non, je pense que je connaissais avant son travail, mais il y avait une très très belle exposition hommage au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, où il y avait eu tous ces dessins qui étaient exposés, enfin toute son œuvre qui vit au théâtre. Et c'est des dessins qui sont pas très grands, qui sont un peu format A4. Et c'est une œuvre magnifique, quoi, vraiment Très splendide. court, Il y a un très très beau livre aussi où il y a la reproduction de tous ces dessins qui existent. Et c'est une vie aussi incroyable, quoi. Court extrait d'un texte paru sur le site qui est extrêmement riche, consacré à des artistes femmes, Aware Women Artists, et puis aussi dans l'actualité, j'en profite pour le glisser, mais vous avez dû déjà le constater sur les programmes télé, comme on disait à l'époque, la diffusion prochainement ou actuellement d'un documentaire sur Arte, produit par les Films du Poisson. Et dans ce documentaire, on retrouve les voix de Vicky Krieps et de Mathieu Amalric, très lié au film de Serre-moi fort, qui a été déjà produit par les Films du Poisson. Voilà, donc c'est Charlotte Salomon, cette actualité toute récente. Et une autre artiste femme dont je veux bien que tu nous dises un mot, c'est Agnès Varda aussi, par cette proximité aussi physique. Hein. Elle a tourné en 85, pas très loin d'ici, quelques jolies séquences de Saint-Ouen-Illois. Et j'ai compris aussi via des entretiens avec toi que c'est un film qui ne te laisse pas indifférente. Oui. En fait, c'est drôle parce que j'ai rencontré Agnès Varda m'a décerné un prix pour Hammam. En fait, il y a un prix Jean Vigo qui est décerné à un court-métrage, et le prix Jean Vigo avait été décerné à un film de Sophie Filière, dont j'ai oublié le nom là. Jeune fille, peut-être, non ? Non, c'était un court-métrage où il y avait des filles qui se répondaient comme ça. Des filles et des chiens, des filles et des... Il y a le fille dans les titres et dans le film. Oui, voilà. Et en fait, Agnès Varda voulait absolument que ce soit Hammam qui ait le prix, donc elle a décerné un deuxième prix qu'elle a doté d'un chèque en plus. Et voilà, et on s'est rencontrés comme ça. Et elle m'a même acheté une toile, je pense, de Hammam. Et en fait, Sans toile ni loi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et j'ai adoré ce film. Alors c'est drôle parce qu'en fait, je fais des films d'animation, mais j'aime beaucoup les films qui lient
fiction et documentaire et qui sont comme ça dans une espèce de marge où on ne sait pas trop si ce sont des acteurs, pas des acteurs, qui sont des films qui ont l'air de films documentaires mais qui sont entièrement construits. Donc c'est le cas de Santoine-Illois, qui est comme une espèce de ronde où le personnage principal va aller comme ça de personnage en personnage, où Agnès Varda dirige la mise en scène pour qu'elle rencontre des personnages tout au long de sa route. Et on ne sait pas ce qui est improvisé, pas improvisé, ce qui est dirigé, pas dirigé. Et voilà, on suit cette jeune SDF dans une histoire qui est entre mythe et réalité, parce qu'elle sort de l'eau comme une déesse, en fait, et elle va mourir aussi un peu dans un espèce d'endroit qui rejoint quelque chose de mythique pour moi. Et en même temps, et sur sa route, elle va rencontrer des gens qui sont des gens de la... Voilà, des ouvriers agricoles. Certains sont des acteurs et d'autres ne sont pas des acteurs. Et tout ça se mélange. Et j'adore ce type de film voilà, qui mêle. Comme Jean-Daniel Paulet, pourvu qu'on ait l'ivresse, par exemple, où on ne sait jamais qu'est-ce qui est dirigé. Ça a l'air d'être un documentaire et en fait, ça n'en est pas. C'est complètement dirigé. Et peut-être que par rapport à l'animation, effectivement, rien n'est laissé théoriquement, rien n'est laissé au hasard, parce que s'il y a un oiseau qui passe dans le ciel, c'est parce qu'on a décidé qu'il passait dans le ciel. Et voilà, pour moi, ces films sont un peu comme ça aussi. Il y a des choses qui sont laissées au hasard, mais pas tant que ça. Et voilà. Et on ne sait pas quoi, en fait. En 2015, nous l'avions invité à revenir sur le lieu du tournage, d'un des lieux de tournage emblématiques de Santoine-Illois, au pied des cyprès de Saint-Onès. Et on peut l'écouter et passer 1 minute avec elle. Et c'est extrait d'un plan séquence qui, lui, en dure 8, où on la suit, qui est visible sur notre chaîne YouTube. Et on la suit et on l'écoute nous parler et évoquer le tournage de ce film qui avait lieu précisément là, au pied des cyprès emblématiques. Parce que les cyprès, on trouvait des cyprès en bord de vraiment. Mais c'est pour ça que c'est un tumulus, bien sûr. Il y a des cyprès dans les cimetières. Et là, moi, quand j'ai pensé le film, je pensais c'est là qu'elle mourra, c'est le petit tumulus, c'est son tombeau végétal. J'ai toujours pensé ça depuis le début. Et quand on la trouve morte au début du film, il n'y a pas de suspense, si je veux dire, c'est vraiment prévu. Qu'est-ce qu'il y a eu entre le moment où on la trouve morte, qu'est-ce qu'il y a eu dans les 2-3 mois précédents, et comment elle va finir en tombant, alors justement là, il y avait un petit chemin. Il y avait un petit chemin, puisque je me souviens d'un type qui brûlait les herbes du bord du chemin. Il y avait un petit chemin qui descendait comme ça jusqu'à la route, et jusqu'au village qui est en face, qui officiellement dans le film, c'est le village où on va chercher du pain, et qu'on a tourné ailleurs, puisque c'est un village montérral, de l'autre côté de Montpellier. Voilà, c'est très court et la voix qu'on entend et les images sont de Yann Cynic. J'avais prévu pour le plaisir, Florence, de passer la bande-annonce de la Strada. Non, je veux dire, ouais, je sais pas pourquoi tu avais mis l'image des 101 nuits. Pour la présence de ta toile. De ma toile, ouais. Voilà, c'est vrai. Elle a acheté la toile en fait, il se trouve par un concours de circonstances qu'elle est venue tourner dans mon atelier pendant l'été. J'étais pas là. Des séquences des 101 nuits avec son fils. Voilà, c'était l'endroit où vivait son fils, dans un espèce de squat. Et il y avait ma toile qu'elle a reconnue parce que justement, elle m'avait donné ce prix à Jean Vigo. Donc j'avais eu un coup de fil d'Agnès Varda qui disait « Ah, je ne comprends pas comment ça se fait, mais je suis chez vous. » Et elle est visible dans une séquence du film. Donc on voit la toile dans les séquences du film qui sont tournées là. J'avais prévu de passer pour encore découvrir et soit l'occasion pour tout le monde de revoir pour le plaisir d'évoquer la Strada. Est-ce que je peux passer à l'image suivante ? Bien sûr. Tac, pardon, Giulietta Massina. Et arriver aussi à une proposition, on l'a évoqué à plusieurs reprises, F. Taillac, Noémie Gruner et Chloé et Guillaume ont évoqué des titres. Alors la filmographie n'est pas exhaustive là. Il y a également les 4 films qui ont été faits pour l'émission Carambolage d'Arte, qui sont ici. Est-ce que tu veux bien qu'on envoie 1 minute, mais celui de ton choix, un des 4,
Est-ce qu'on part sur une guinguette, sur un bateau-mouche, en Pologne ou dans un hammam? Non, plutôt peut-être sur Saint-André. Je ne sais pas comment ça se dit. Allez. Le 30 novembre, c'est la fête de Saint-André. André en France, Andreas en Allemagne. C'est une fête très importante en Pologne. De toute façon, dans notre pays très catholique, les fêtes jouent un rôle parfois plus important que les anniversaires. D'autant qu'à partir d'un certain âge, les Polonais ne souhaitent plus trop célébrer leur anniversaire. Mais le rite dont je vais vous parler, nous le pratiquons la veille de la fête de Saint-André, c'est-à-dire le 29 novembre. Ce soir-là, tous les Polonais lisent leur avenir dans la cire, et moi, je ferai de même chez moi, à Paris. On appelle ça Andrzejki, c'est le diminutif d'Andrzej. Je sais qu'en Allemagne, il existe une coutume assez proche de la nôtre. Les Allemands lisent leur avenir dans du plomb fondu, mais ils font ça le soir de la Saint-Sylvestre. Bon, pour notre Andrzejki, il faut une casserole pour y faire fondre tous les vieux bouts de bougies que nous avons soigneusement mis de côté tout au long de l'année, une bassine d'eau froide et une clé. Mais pas n'importe quelle clé. Il faut une clé avec un grand trou pour pouvoir verser de la cire chaude à travers. La cire durcit dans l'eau en formant de curieuses sculptures. Mais ce n'est pas tout. Nous devons nous trouver dans une pièce sombre où, avec nos lampes torches, chacun éclaire sa sculpture en projetant des ombres chinoises sur le livre. Il faut alors tâcher de nommer la forme exacte de cette sculpture et maintenant, il faut lui donner une signification en rapport avec notre propre vie et notre avenir. Par exemple, si vous découvrez une silhouette d'homme, ça peut signifier que vous allez tomber amoureuse. Un lion peut signifier un voyage lointain ou la force, etc. D'où vient cette coutume? En fait, on dit que Saint-André était un voyant et que la nuit de Saint-André, les jeunes filles non mariées pouvaient voir leur avenir. Ce rituel leur était réservé. À cette époque, c'était considéré comme un événement très sérieux, célébré individuellement et dans l'isolement. Ce n'est que plus tard que cette tradition s'est transformée en une fête, une sorte de jeu populaire auquel participent autant les hommes que les femmes. Et de nos jours, plusieurs autres rituels sont venus compléter Andrzejki. Faut-il dire d'autres superstitions? Par exemple, tous les participants alignent leurs chaussures en ligne droite à travers la pièce. La personne dont la chaussure arrive au seuil de la pièce se mariera ou rencontrera l'amour sous peu. Ou encore, on prépare 2 feuilles en forme de cœur. Sur l'une, on écrit les prénoms des garçons, sur l'autre, ceux des filles. Les garçons percent la feuille avec les prénoms des filles, sans voir ces prénoms bien sûr. Le prénom choisi par l'aiguille est celui du futur amour. J'ai donc convié mes amis polonais à notre petite fête. Nous serons tous à 100% polonais. Nous oublierons que nous vivons à Paris et le temps d'une soirée, nous croirons dur comme fer à tous les présages. Pourquoi tu as choisi celui-ci? C'est un exercice assez difficile, en fait, l'exercice de carambolage, là, parce qu'on a le texte qui nous est donné, qu'on ne peut absolument pas changer. Donc, on est obligé de trouver des idées par rapport au texte, avec une longueur qu'on ne peut pas toucher, quoi. C'est vraiment un travail de commande. Et j'ai choisi celui-là parce que je me suis j'ai expérimenté plein de choses, et en particulier de l'animation sur de la cire. Parce que comme c'était, comme toute l'histoire tournait autour de la cire et puis de bougies qu'on faisait fondre, des anniversaires avec les bougies, etc. Donc je me suis vraiment amusée à faire tout ce travail d'expérimentation avec de la cire. Et c'est un bon souvenir, c'est un bon souvenir, ouais, j'ai failli mettre le feu à mon bantite parce que ça s'enflamme vachement facilement. Parce qu'en fait, j'avais un réchaud et je mettais les casseroles avec la cire qui fondait dessus sur le réchaud. Et à un moment, ouais, il y a une flamme qui s'est élevée comme ça. Et j'ai bouché. Et après la cire, j'ai bouché aussi les toilettes de mon atelier. Voilà, c'est des... Guillaume, un film avec de la cire, tu as déjà expérimenté?
Tu hésites? Non, pas encore, pas encore. Voilà, donc j'ai tourné autour de cette matière en m'amusant, quoi. C'était. On voulait aussi évoquer une réalisatrice, Dominique Cabrera, parce qu'elle a un projet de long métrage ici à Montpellier, Des femmes comme les autres, avec deux héroïnes jouées par Hélène Vincent et Yolande Moreau, qui ont une passion qui est la broderie. Alors ce matin, on a parlé avec une étudiante de l'ICID aussi sur le crochet. Alors Dominique aime beaucoup tes films. Florence, il me semble aussi que tu apprécies aussi son regard documentaire, son regard de fiction. Là, il n'y a pas toute la filmographie, mais pas loin. Tu peux nous en dire un tout petit mot avant de lui laisser la parole? Je pense que c'est aussi comme pour Agnès Varda, ou comme voilà, ça fait partie de la même lignée de films. Et c'est ce que je disais, j'aime beaucoup ces films qui mélangent réalité et documentaire, et où on ne sait pas trop qui sont comme ça très proches de personnages réels et qui s'emparent comme ça de la réalité pour en faire de la fiction, ou au contraire qui s'emparent de fiction pour être très proches aussi de réalité. Et voilà, et en plus de très belles images. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le courage aussi qu'elle a. Alors, j'ai pas vu tous ses films, j'en ai vu certains, et le courage qu'elle a eu aussi. Alors, c'est pas dessus, je crois, mais le courage qu'elle a eu quand elle a fait son film, c'était pas Grandir, c'était l'autre, qui est son journal filmé. Et je trouve qu'elle a un courage incroyable parce que ça navigue entre pudeur et impudeur, et que c'était un exercice qui était extrêmement difficile. Et il s'appelle... Celui-ci, Demain et encore demain, non? Voilà, Demain et encore demain, qui est incroyable. Ouais. Quelques images de son projet, qui pour l'instant est en production, et on souhaite qu'il se réalise peut-être d'ici la fin de l'année. Et puis il y aura aussi ces allers-retours, encore une fois, avec la broderie, ses intrigues, ses personnages, et puis les rues de Montpellier. Oui, pardon, et puis aussi son implication personnelle dans les films et son implication politique aussi dans les films qu'elle fait. Oui, qu'on retrouve dans certains personnages, dans certaines situations. Alors, comme Jean-Baptiste Garnero, comme Jacques Hermaban, il a eu la gentillesse d'envoyer un petit mot, et je trouvais assez joli d'introduire par les notes de Béatrice Thirier la musique que Béatrice a écrite pour Corniche Kennedy. Donc c'est une introduction à la vidéo de Dominique. On entend Béatrice et on lui laisse la parole. Chère Florence, bonjour. Chère Karim, bonjour. Alors j'ai pensé le téléphone dans le pot de fleurs pour pouvoir vous parler ce matin. Je ne sais que dire en m'adressant à un téléphone qui n'est tenu que par quelques fleurs. Mais j'essaie de vous imaginer dans cette sympathique salle de Montpellier, avec ce public chaleureux et avec la présence magnifique de Karim. Alors, chère Florence, ce que je peux dire, très sincèrement, c'est que je connais tes films depuis le début, depuis Hammam, et si je cherche ce qui m'a tellement captivé, chaque fois que je les ai regardés, je peux dire deux choses. La rêverie, l'imaginaire. Je me souviens de ton premier film où les dessins se fondent les uns dans les autres et produisent une sorte produisent des tableaux animés qui sont vraiment du côté de la rêverie. Rêverie, imaginaire, mais également le monde est là. On est dans un point de vue très documenté, engagé, réel et imaginaire. Voilà ce que je pourrais dire. Et puis, quelque chose que je ne saurais nommer, qui est ton talent à créer des images. À bientôt, j'espère. C'est super d'avoir ce mot de Dominique Cabrera.
et qui résume ce qu'on pense. Oui, et puis je pense que voilà, c'est entre réel et imaginaire, et que ce soit de l'animation ou du documentaire ou du film de prise de vue réelle, on est entre réel et imaginaire, et on essaye de montrer le monde comme il est et comme on le voit, On conclut avec Alfred Nakache, avec ce nouveau projet, ce nouveau film qu'on a hâte de découvrir. Est-ce que tu veux bien peut-être nous en dire un petit mot, et puis peut-être on peut le voir et en partie l'écouter aussi, rappeler avec les extraits de ce documentaire le champion qu'il a été. En plus de l'agrément qui procure au cours de la chaude saison, le sport de la natation favorise le développement de l'ensemble du système musculaire et en particulier l'extension de la poitrine. Patrick Journal a pu obtenir quelques aperçus sur les nages actuellement en usage grâce à l'aimable collaboration du champion français Nakache. L'élève doit prendre tout de suite l'habitude de mettre la tête dans l'eau pour vaincre définitivement sa naturelle appréhension. J'ai gagné la première manche du match en cartonné en race. En m'entraînant plus sérieusement en papillon, je suis en train de m'entraîner en tir. Je pourrais battre cette fois et même le record du monde. Et ça, c'est notre affaire. Et la voix de Pierre Arditi, en conclusion de ce documentaire. Entre 1934 et 1952, Alfred Nakache remporta 15 titres de champion de France, 9 records de France, 3 records d'Europe et un record du monde en nage libre en race papillon. Son temps de 1,09,4 au 100 mètres demeura 12 ans record de France et 7 ans record d'Europe. Son temps de 2,36,08 sur 200 mètres resta 9 ans record de France, 9 ans record d'Europe et 6 ans record du monde. Voilà. Alors là, c'est le point de départ et c'est un peu l'aspect factuel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui ? Eh ben voilà, en fait, c'est pendant que je travaillais sur la traversée, et il y a eu un moment en 2016, 2015, quelque chose comme ça, où vraiment on s'est demandé si on arriverait à boucler le budget du film et à pouvoir faire ce film avec ma productrice. Et j'ai commencé. C'est très difficile de faire le deuil d'un projet. Et j'étais en train de faire ce deuil-là, de me dire, bon, on va pas y arriver, on va pas y arriver à boucler le budget. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à un autre sujet de film, en me disant, il faut que je parte sur autre chose. Je ne sais pas comment les choses se sont mises dans ma tête, mais je me suis souvenue de mon père qui, parce qu'en fait, j'allais en vacances à Leucate-Plage, où j'ai appris à nager avec un jeune homme à l'époque qui s'appelait William Nakache et qui était le jeune frère d'Alfred Nakache. Et mon père passait son temps à me dire, tu sais, ton moniteur de natation, c'est le frère d'un champion du monde de natation qui s'appelait Alfred Nakache. Et mon père, qui était résistant à Toulouse, l'avait rencontré à cette époque-là à Toulouse. Et il le connaissait assez bien. Enfin, à l'époque, en tout cas, il le connaissait. Et il était très fier, très admiratif d'Alfred Nakache, qui était effectivement champion du monde, qui était très, très connu à l'époque. Très admiratif. Et voilà. Et un jour, Alfred Nakache est arrivé sur la plage et mon père m'a dit vas-y, montre-lui, regarde, c'est Alfred Nakache, le champion du monde de natation, vas-y, montre-lui comment tu nages la nage papillon. Donc j'ai été un peu obligée devant mon père et devant Alfred Nakache de faire 3-4 brasses, un peu honteuse comme ça, en disant non mais papa, je vais pas montrer. Bref. Et je ne sais pas comment cette histoire m'est revenue. Et un jour, je me suis dit, c'est vrai que mon père, il connaissait un champion de natation, mais ça m'était un peu passé au-dessus de la tête. J'en ai parlé à ma sœur, qui s'en souvient pas du tout d'ailleurs. Et du coup, j'ai cherché sur Internet qui était ce champion de natation que connaissait mon père. Et j'ai eu la surprise de découvrir qu'effectivement, c'était vrai déjà, que c'était pas mon père qui m'avait baratiné cette histoire.
Et non seulement c'était un champion de natation, mais effectivement, il avait eu une vie incroyable, puisque juif né à Constantine en 1915, il est arrivé en France, il a été champion d'Afrique du Nord. Déjà, il a commencé, il devait avoir 16-17 ans, champion d'Afrique du Nord. Ensuite, il est arrivé à Paris, où il a remporté plein de records de natation. En 1936, il est sélectionné pour aller représenter la France aux Jeux Olympiques de Berlin, donc sous le régime nazi. Il rentre en France. Les Juifs algériens sont déchus de la nationalité française pendant le régime de Vichy. Et il se réfugie en zone libre à Toulouse, où il va finir par être arrêté et déporté au camp d'Auschwitz. Avec sa femme et sa fille, et il reviendra des camps seul. Sa femme et sa fille ont été gazées dès leur arrivée. Et voilà. Et du coup, quand j'ai lu cette histoire incroyable, dont on ne parlait pas beaucoup, parce que même quand j'en parlais aux gens, aux Toulousains, alors qu'il y a une piscine Nakache à Toulouse, même les Toulousains ne connaissaient pas l'histoire de Nakache. Et c'était vraiment un personnage qui avait été un peu oublié. J'ai regardé sur Internet, j'ai eu beaucoup de mal à trouver justement les photos qu'on a vues, des petits bouts de films. Il y a un film un documentaire qui avait été fait sur lui, sur lequel je suis tombée à force de chercher comme ça. Mais c'était pas évident. Et maintenant, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur lui. Et depuis quelque temps, quand je dis j'ai fait un film sur Alfred Nakache, il y a beaucoup plus de gens qui voient qui il était et quelle a été son histoire, parce qu'il cumule en fait en plus plusieurs choses, d'être à la fois un champion de natation. Il va y avoir les Jeux Olympiques en France et on est en 2024, avec les commémorations aussi sur la Shoah. Et tu as eu la gentillesse à la fois, on va conclure avec l'image qu'il y a juste après, qui est un teaser, comme on dit aujourd'hui, mais aussi ces images. Est-ce que tu veux bien les commenter avant de voir et de conclure avec ce... Alors ça, c'est pas le film Nakache, celui-là. C'est quelque chose que j'avais fait avant de faire, parce que c'est vrai que comme je disais, Nakache, il cumulait plusieurs thèmes qui me sont chers. Le mouvement des corps et en particulier le mouvement des corps dans l'eau. Et la représentation de l'eau aussi dans un film d'animation. Xavier Kawatopor parlait du fleuve, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et j'avais fait des essais d'animation sur des toiles, directement sur des toiles. Et c'est ça, voilà. Et à chaque fois, j'arrêtais l'animation de façon à ce qu'il y ait encore quelque chose sur la toile. Contrairement aux films d'animation que je fais, où de temps en temps, il n'y a plus rien sur la toile quand le personnage sort du champ, il ne reste plus rien. Et là, je faisais exprès d'arrêter les personnages à un moment où l'image m'intéressait. Et après, j'ai fait un montage de tous ces petits bouts d'animation qui, en fait, s'arrêtent tout le temps pour être repris dans un montage, quoi. Mais il y a un moment où l'image, elle est arrêtée. Et c'est ensuite qu'on a fait Nakache, et que j'ai voulu travailler justement directement sur une toile, pas sur du verre, mais directement sur une toile. Et là, Chloé, qui était là au tout début de la journée, pourrait parler de cette expérience de travailler sur une toile. On a eu plein de... Voilà, ça n'a pas marché aussi bien que je le pensais, mais on a réussi quand même à faire le film, à aller jusqu'au bout du film. On peut voir ces quelques images que tu as la gentillesse d'amener. Ce sera la conclusion de cet échange, avant d'enchaîner. Donc le film sera... teaser qui va... Voilà, parce que le film va être à Génération au Berlinale à Berlin. Festival de Berlin. Et le film a reçu le soutien financier de la région. Oui. Et il y a ce lien étroit aussi, bien sûr, avec la société de production, le coproducteur Xbo Film, Lucami.
Mais bravo. Et voilà, dans les vitrines, j'ai amené quelques toiles. Donc, moi, j'avais fait avec Margot Duseigneur, la décoratrice, on a fait toutes les toiles des plans, de chaque plan du film. Et ensuite, on a animé à 3, donc Chloé, Sorin, Aurore Peffier, j'arrive jamais à prononcer son nom alors que je la connais super bien. Et puis, et là aussi, comme on était une équipe très réduite, j'ai pu animer aussi une partie du film. Et donc, c'est sur les toiles qui sont là, dans la vitrine, qu'on animait les personnages. Et on animait directement sur les toiles et parfois sur des vitres au-dessus. Et on a un effet d'eau qui est donné justement par de l'huile de lin qu'on met sur une vitre au-dessus de la toile et qui brouille un petit peu l'image qui est en dessous. Ça a été aussi un souvenir avec Manon Pommier, en charge de la programmation diffusion. On a eu la chance de passer vous voir travailler, et qui est ici, que je salue. Et on a eu la chance de venir vous voir travailler à la ménagerie. Et on s'en souviendra longtemps, c'est sûr, de voir ce film en préparation sous nos yeux. On enchaîne.